Vers la fin des années 90, ma fille et moi nous sommes retrouvés à Moscou. Une amie m'a demandé de remettre un cadeau d'anniversaire à une de ses connaissances. En appelant, j'ai découvert que cette personne habitait tout près de l'endroit où je me trouvais. J'ai donc dit « Nous venons tout de suite ». Et 15 minutes plus tard, nous étions devant la porte d'une maison entourée d'une clôture infranchissable de 3 mètres de haut, que je qualifierais plutôt de mur. 2 gardes ont regardé à l'intérieur de notre voiture et ont ouvert le portail. La maîtresse de maison était déjà sur le perron et nous invitait à entrer. Nous nous sommes retrouvés à l'anniversaire de nouveaux Russes et même de très nouveaux Russes, une quinzaine de personnes, tous soignés, bien habillés, tous souriants. L'ambiance dans la maison était modérément luxueuse. Eh bien, à peu près comme le Louvre, mais un peu mieux. Nous avons tenté de refuser, mais on nous a persuadés de rester 1 minute et de trinquer à la santé de l'hôtesse. Quand nous nous sommes assis, ma fille avait alors 15 ou 16 ans. Tous pensaient que j'étais venu avec une jeune femme, soit ma femme, soit une compagne temporaire, selon les Chinois. En nous installant, l'hôtesse a dit « Le voilà », a ajouté quelques mots agréables, a précisé que c'était ma fille avec moi. Et ensuite, elle a dit « Il vient d'Amérique ». On m'a servi quelque chose dont je suis sûr que c'était très cher. L'homme assis en face de moi, d'environ 55 ans, portait un costume qui, à mon avis, valait au moins 3 000 $. Ma fille a ensuite ricané et a dit « Elle disait qu'elle garantissait qu'il valait 20 000 ou plus ». Il a levé la main droite pour demander silence. Tous se sont tus avec respect. S'adressant à moi, mais regardant de gauche à droite, Levon a prononcé le discours suivant, que je vais essayer de retranscrire aussi fidèlement que possible. « Je suis allé en Amérique, dit-il. J'y avais des partenaires. Et je vais vous dire, les Américains, ici, il fit une petite pause et prononça très gravement « stupide ». À ce moment-là, ma fille m'a discrètement et douloureusement donné un coup de pied à la cheville, sous la table. Me donner des coups de pied sous la table, c'est normalement le travail traditionnel de ma femme. Mais en l'absence de ma femme, ce rôle a été entièrement repris par ma fille cadette. « Idiot », a dit mon vis-à-vis en souriant amicalement. « Crétin ». Ils ne savent absolument rien. Dans leur tête, c'est le vide absolu. D'accord, ils ne savent pas qui est Dostoïevski, mais ils ne savent en rien. Et donc, l'auteur du toast a énuméré une longue liste de noms d'écrivains américains célèbres et en partie inconnus pour moi. J'ai commencé à ouvrir la bouche, mais j'ai de nouveau reçu un coup à la cheville. L'auteur du toast s'est arrêté 1 seconde. J'ai commencé à me dire dans ma tête, voilà, quand il aura fini ce délire, ce flot d'insultes, ce flot d'accusations et d'affirmations que les Américains sont inachevés, mal éduqués, mal élevés. Et là, j'interviendrai et je dirai. C'est étrange, on dit que les idiots vivent si bien. Et là, je me suis un peu calmé et j'ai commencé à attendre la fin de son discours pour pouvoir le conclure avec un argument vraiment, vraiment imparable. L'auteur du toast a pris le verre que j'avais posé sur la table et, en me regardant dans les yeux, a dit « Personnellement, je ne comprends pas comment vous, avec quelques épithètes qui soulignaient que j'étais, pour ainsi dire, le flambeau de la science, de l'intelligence, de la beauté et ainsi de suite. À ce moment-là, j'ai de nouveau reçu un coup de pied sous la table de la part de ma fille. Comment pouvez-vous vivre entouré de ces débiles ?» Je ne parlais pas de cela, mais d'autre chose. J'aimerais vous poser une question. Vous avez l'air d'une personne raisonnable, apparemment intelligente. Coup. Sous la table sur la jambe. J'ai commencé à inspirer doucement, comprenant que j'allais avoir l'occasion de dire quelque chose, de donner mes commentaires, quand soudain il a dit « Je voudrais vous demander, comment se fait-il que ces idiots vivent si bien ?» Par cette phrase, il a complètement gâché tout le plaisir que j'étais sur le point de tirer de la fin de notre conversation. Alors je voudrais vous demander, si les Américains sont de tels idiots, d'où viennent-ils tout cet argent, tous ces biens et une vie si bonne, au point que tout le monde les envie et rêve soit d'aller vivre chez eux, soit au moins de leur voler quelque chose. Si vous le pouvez, essayez de m'expliquer cela dans les commentaires. Lors du talk-show Soirée avec Vladimir Soloviov, Vladimir Jirinovski a expliqué « L'Amérique, c'est un pays monstrueux, ce sont des gens malades. » Il a réfléchi un instant et a ajouté « stupide ». Et maintenant, passons au sujet de notre conversation d'aujourd'hui,
l'émission. Quelle immigration pile le mieux l'Amérique? Et ici, je dois dire qu'on nous a dépassés. Alors que nous débattons de la guerre avec l'Iran, de savoir si Trump a raison et que nous nous disputons sur l'Ukraine et la Russie, une autre guerre se déroule discrètement en Amérique. Ce n'est pas une guerre télévisée, ni avec des chars ou missiles, mais une guerre de papier, à la Voltaire, dont les conséquences peuvent toucher tous ceux qui parlent russe chez eux. Comme d'habitude, nous serons les derniers informés. Regardez ce qui se passe en ce moment même. Alors que la Russie aide l'Iran, fournit des renseignements, couvre et approvisionne, que les Houthis lancent des missiles sur Israël, que les troupes américaines entrent dans la région, ici, à l'intérieur des États-Unis, une autre histoire est en train de se dérouler. L'histoire de la façon dont des gens portant nos noms de famille, avec nos accents, vivant dans nos quartiers, transforment la médecine américaine en distributeur de billets. Et maintenant, l'État se tourne vers nous, vers toute la diaspora, avec des questions très désagréables. Il y a 1 an, le nom Opération Gold Rush, Opération ruée vers l'or, a fait le tour des actualités. La plus grande fraude dans le secteur de la santé de l'histoire des États-Unis. Du matériel médical, des consommables et des milliards de dollars facturés à Medicare pour des services qui, en réalité, n'ont jamais été rendus. Le schéma semblait très familier à ceux qui connaissent le génie criminel post-soviétique. Des entreprises fournisseurs prêtes à l'emploi étaient achetées, enregistrées au nom de prête-noms, des hommes de paille. À travers elles, des montagnes de factures fictives commençaient à être émises, utilisant les données médicales volées de personnes ordinaires. L'argent transitait ensuite par des entreprises, des offshore, des crypto-monnaies et disparaissait dans le brouillard financier mondial. À l'époque, beaucoup disaient « Oui, c'est désagréable, mais ce sont des bandits, des nôtres, mais pas vraiment. Quel rapport avec nous ?» L'essentiel, c'est que cela ne nous touche pas personnellement. La vie continue. Mais le problème, mesdames et messieurs, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer à se dérouler. Et le propagandiste de la télévision d'État, Dimitri Kisseliov, présentateur des émissions de synthèse Vesti-Nedeli, a déclaré que les Américains, comme d'habitude, effraient bêtement le monde avec une catastrophe, mais envoient eux-mêmes une expédition là-bas pour tout voler. Peu importe maintenant à quel sujet il a dit cela. Il a simplement combiné « Nous sommes stupides et des voleurs ». Il s'est avéré que « C'est chez nous qu'on vole ». Ces dernières semaines, c'est le 2e épisode du Russia Gate. Au début, Brooklyn. Ce n'est pas un banquier quelconque, mais une personne de nos quartiers, du même milieu russophone où tout le monde se connaît. Et il avoue devant le tribunal « Oui, j'ai aidé à blanchir des millions de dollars volés au système de santé américain. Ce n'est pas le passé, c'est février 2026, c'est maintenant. » Ensuite, le Texas, Austin. Le reportage parle du Rushing Gate. Le présentateur dit sans hésiter « Une entreprise russe, propriétaires et non russes, compte très garni encore des cathéters, du matériel, de l'argent vers l'Asie, Hong Kong, des paradis fiscaux et toujours du rushing. » Quelques semaines plus tard, à Houston, un citoyen russe vivant aux États-Unis est accusé dans une affaire de fraude à plusieurs centaines de millions avec Medicare. Cela est souligné dans chaque reportage. Rushing National, basé à Houston, eh bien un homme originaire de Russie qui y vit. Impliqué dans une fraude gigantesque. Pour le spectateur moyen, ce ne sont pas des tragédies personnelles isolées, c'est un motif, un schéma comme on dit. Rushing, plus fraude, plus des milliards, et tout cela sur fond de grande guerre. Sur fond du fait que la Russie aide l'Iran, l'Iran frappe Israël et les intérêts américains. Sur fond du fait que chaque jour dans les actualités, on entend que la Russie soutient l'Iran, que la Russie aide à l'escalade. Russie, 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 l'ennemi des États-Unis, l'ennemi des USA. Dans ce contexte, toute nouvelle où les mots Russie, Russe, tromperie, milliards, vol apparaissent ensemble, se rangent automatiquement dans le même dossier, dans la tête d'un Américain. Menace. Là-bas, il s'agit de missiles et de drones, ici, de comptes, de cathéters et de banques. Mais la logique, c'est la même. Ils nous nuisent. Ajoutons maintenant la propagande russe à cela, pendant des années sur la première chaîne et Rossiya. Dans ces talk-shows interminables, nous avons entendu la même rengaine. Les Américains sont stupides. Les Américains ne comprennent rien. Il est facile de les tromper. Il faut tout leur prendre. Et voilà qu'un Américain, qui n'a jamais regardé ces absurdités, tombe soudain sur des extraits.
Voici les animateurs russes, voici les experts, voici les députés qui se moquent d'un camp des Yankees stupides. Ensuite, il apprend qu'un fournisseur russe de matériel médical a détourné des milliards de Medicare. Un banquier russe de Brooklyn a blanchi des millions. Un citoyen russe de Houston était impliqué dans une vaste escroquerie. Pas besoin d'être un génie de la logique pour relier les deux faits. Ceux-là, à la télévision, disent que les Américains sont des idiots, qu'il faut les voler. Et ceux-ci, ici, en Amérique, sont pareils, avec des accents et des noms similaires. Voler. Et où sommes-nous dans ce tableau, toi, moi, nos familles ? À ses yeux, nous devenons facilement la suite de la même histoire. Peu importe. Nous avons fui Poutine, ou pas. Que nous ayons voté pour lui ou contre lui. Ce qui compte, c'est l'étiquette dans la tête, russe. Dmitri Medvedev, ancien président de la Russie et vice-président du Conseil de sécurité, a déclaré ceci. « Les ricains, je les déteste. Ce sont des salauds et des dégénérés. Ils veulent notre mort. Et tant que je serai en vie, je ferai tout pour qu'ils disparaissent. » Lors d'une conférence devant des écoliers et des étudiants, Medvedev a montré diapositive du scénario et citation de sa chaîne. Les impuissants atlantiques. Violés par les seigneurs des ténèbres, cela concerne les politiciens occidentaux. Ce ne sont pas des rédacteurs de discours, mais la position officielle du deuxième personnage du système de sécurité russe. Cela ne diffère en rien de l'endoctrinement des enfants par le Hamas à Gaza. Maintenant, la question. Comment cela va-t-il affecter notre vie quotidienne à vous et à moi, si tout continue ainsi ? Commençons par le plus simple, l'argent. Les banques vivent déjà dans une réalité où elles reçoivent quotidiennement des rapports, de nouvelles affaires, schémas et noms de famille. Pour la conformité, mon Dieu, quel mot j'ai prononcé en russe. Oui, donc tout est très simple. Il y a un groupe à risque élevé. Quand il y a trop d'affaires retentissantes qui s'accumulent dans ce groupe, on le traite différemment. Un nom de famille russe, dans les affaires, la médecine ou un domaine proche, des virements à l'étranger. Donc, risque élevé. Donc, contrôle supplémentaire, retard de transaction, gel des comptes pendant la vérification. Et tu peux être une personne absolument honnête, mais tu seras soumis au même filtre que les vrais escrocs. La couche suivante, c'est le business, la carrière. Imaginez un investisseur, un assureur, une grande clinique. Il a des statistiques sur près de 100 ans. En 23 ans, plusieurs grandes affaires de fraude médicale ont impliqué des personnes de l'ex-URSS. Consciemment, il peut dire qu'il n'est pas raciste, que chaque cas est individuel. Mais inconsciemment, il est plus facile de refuser un partenariat, de refuser de travailler ensemble, de refuser d'embaucher, plutôt que de prendre des risques. Il est plus simple de ne pas engager un autre Rabinovitch si quelqu'un a déjà eu une mauvaise expérience avec 3 Kaimovitch. Ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais la peur de perdre argent, réputation ou licence. Un autre niveau, c'est la politique et l'opinion publique. La société américaine est fatiguée. Les guerres, l'inflation, les crises, les problèmes du système de santé. Et quand on leur montre, voici le programme Medicare précis, dans lequel vous payez depuis des décennies. Et voici des gens qui en ont retiré des milliards. Tout ce que vous y avez versé. La société répond simplement, trouvez vite les coupables et les punir. Un homme politique affirme, je vais rétablir l'ordre, durcir les règles. Je vais emprisonner, je vais faire ceci et cela. On l'applaudit debout. Ici, le risque est très élevé que la diaspora russophone soit classée parmi les personnes à problème, non parce que nous sommes tous mauvais, mais parce que c'est trop commode. Il est trop facile de nous mettre sur cette liste. Le plus désagréable dans toute cette histoire, c'est que nous, contrairement à nos compatriotes talentueux et à leurs combines, nous n'en savons presque rien et nous n'en parlons pas. Nous vivons comme si nous étions très loin, là où se passe la ruée vers l'or, à Brooklyn, au Texas, à Houston, tout cela restant lointain dans les actualités. Et parallèlement, une image se dessine derrière notre dos. La Russie aide l'Iran. Les fonctionnaires russes se moquent du mode de vie américain, des Américains en général. Les émigrés russes pillent la médecine américaine. Dans une telle atmosphère, toute diaspora qui paraît suspecte devient un bouc émissaire commode. D'ailleurs, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a prononcé une phrase célèbre. « Débile ce boxator. Je ne vais pas continuer. » Cette phrase a été prononcée en 2015 lors d'une réunion à huis clos. La réaction envers les Américains a été enregistrée par hasard et a fuité dans la presse.
Quand un spectateur américain voit des extraits de la télévision russe, et de tels extraits ont été largement diffusés aux États-Unis après 2022, il ne voit pas des excentriques isolés. Il voit un système. Un humoriste populaire répète depuis 30 ans « Les Américains sont stupides ». Les chaînes d'État répètent qu'on chaque jour en prime time « Les Américains ne comprennent pas ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères plaint les gars du Pentagone. Le vice-président du Conseil de sécurité les traite de salauds. Et puis, aux infos, un escroc russe a volé 1 milliard à Medicare. Le dossier est déjà prêt dans la tête. Le lien est évident. L'image des Russes en Amérique sera dessinée pour nous par les procureurs. Mais bien sûr, ce ne sont pas seulement les Russes qui volent à l'Amérique. La fraude dans le système de santé américain ne concerne pas une seule diaspora. C'est une industrie dans laquelle travaillent des dizaines de groupes ethniques. Le principal enquêteur du ministère de la Santé des États-Unis, Tim Menke, a décrit la situation très simplement. En Californie, nous voyons des Arméniens, au Texas des Nigérians, en Floride des Cubains. Eh bien, où que vous alliez, c'est pareil. Des Somaliens. Les procureurs fédéraux estiment le montant volé à pas moins de 9 milliards. Les Russes ont émis des factures pour 10,6 milliards de dollars, mais n'ont réussi à en recevoir que 900 millions. Donc, ils ont quand même reçu presque 1 milliard. 11 accusés. Cela fait 100 millions par personne, ou même 80, un peu moins des broutilles, des membres d'une organisation criminelle transnationale venant de Russie et d'autres pays. Ils auraient organisé un système avec du matériel médical. Ils ont présenté à Medicare des factures pour 10,6 milliards de dollars. Il y avait bien sûr des différences, mais il y avait aussi beaucoup de monde, des Arméniens en Californie. D'ailleurs, pas seulement là. Dans 25 États, 163 millions de demandes, de factures, 35 millions ont déjà été reçus. Puis ils ont réussi à les arrêter. Les Pakistanais. 650 millions de dollars, la deuxième affaire pakistanaise en Arizona. 703 millions de dollars. Les Nigérians. Là-bas, c'est quelque chose comme 87 milliards, mais c'était pendant la pandémie. Les Cubains en Floride. Équipement médical et hospice. Les Chinois à New York, à Flushing, fraude aux hospices. Les Américains blancs, bien sûr. Tout le monde vole. Je comprends. Mais tout le monde n'entre pas dans un même récit politique. Les Somaliens et les Russes, sont aujourd'hui les cibles idéales, car ils servent l'agenda politique actuel. La crise migratoire est liée à la géopolitique russe. Cela ne veut pas dire qu'aucun crime n'a été commis. Cela signifie que la punition, sous forme de réputation, pour toute la diaspora est disproportionnée et politiquement sélective. Et pourtant, qui sommes-nous vraiment ? Voilà, à mon avis, ce dont il faut parler en ce moment. Pas seulement quand un autre de nos entrepreneurs talentueux s'enfuit des États-Unis avec des centaines de millions. Pas seulement quand un autre politicien fait carrière en luttant contre l'escroquerie russe, mais maintenant, tant que nous avons la chance d'expliquer que nous ne voulons pas faire partie de cette histoire, et que ceux qui pillent vraiment ce pays doivent répondre eux-mêmes, et non se cacher derrière l'ensemble de la diaspora. Parce qu'on dresse déjà notre portrait à notre place, sans notre participation. Mais nous avons une autre histoire. Et il faut aussi la raconter. La diaspora russophone est l'une des vagues d'émigration les plus instruites et productives de l'histoire de l'Amérique. Sergey Brin est arrivé de Moscou à l'âge de 9 ans. Il a fondé Google, une entreprise qui a changé la façon dont l'humanité accède à l'information. Yang Koum, qui a grandi en Ukraine soviétique, a créé WhatsApp. Une messagerie utilisée par 2 milliards de personnes aujourd'hui. Max Levchin, également originaire de Kiev, est devenu cofondateur de PayPal et a changé le système financier mondial. Ce n'est pas une exception, c'est la règle, c'est une constante. Des dizaines de milliers de médecins, d'ingénieurs, de scientifiques, de programmeurs, de mathématiciens originaires de l'URSS, de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie, travaillent dans des universités, des laboratoires, des hôpitaux, soignent, écrivent du code, éduquent les enfants américains. La vague d'émigration juive depuis l'URSS a apporté non seulement des personnes, mais aussi une culture, une éducation et un respect du savoir, ainsi qu'une pensée systémique. C'est précisément ce que les Américains appellent l'école de pensée russe. Et cela se produit en médecine, en physique, aux échecs en mathématiques. On n'a pas l'habitude de remarquer cette diaspora lorsqu'on parle de la contribution des immigrés. Elle travaille trop discrètement, elle se plaint trop peu. Ce silence devient aujourd'hui un problème. Si nous ne parlons pas de nous, d'autres le font à notre place. Et ils disent ce qui les arrange, pas ce qui est vrai, ni ce que nous aimerions entendre. La conclusion est simple.
Ceux qui ont pillé l'Amérique en portent la responsabilité personnelle. Ceux qui ont construit l'Amérique, et nous sommes incomparablement plus nombreux, ont le droit que cela soit connu et que l'on s'en souvienne. Et il me semble que nous, messieurs, devons, à chaque occasion, qu'on nous le demande ou non, raconter à quel point notre émigration est réussie. Que de médecins, de mathématiciens, de scientifiques et de sportifs nous avons. Combien nous avons fait nous-mêmes et en amenant nos enfants pour ce pays. Nous lui en sommes très reconnaissants. Mais nous ne sommes pas venus les mains vides non plus. Et pas pour piller, mais pour construire ensemble avec les Américains. Et rendre au pays ce que nous lui avons emprunté, avec des intérêts. C'est tout, mesdames et messieurs. À la prochaine.